Dans un monde de fantasmes pixelisés et du bourdonnement incessant des notifications des médias sociaux, j'ai trouvé la paix dans un amour qui semblait authentique. Je m'appelle Emma et voici mon histoire. Elle commence par la joie, puis se transforme en une tragédie que j'ai moi-même provoquée, simplement parce que je croyais en l'illusion de l'amour. Daniel et moi nous sommes rencontrés au mariage d'un ami commun. Le soleil couchant avait transformé le ciel en une palette de couleurs orangées et roses, et le riz remplissait l'air comme le tintement des carillons. C'était poétique, presque cinématographique, la manière dont nos yeux se sont croisés à travers la foule. Il était impeccablement habillé, son costume sur mesure épousant sa silhouette comme s'il avait été fait spécialement pour lui, ce qui était probablement le cas. Daniel, salut. Je suis Daniel, se présenta-t-il, offrant une main aussi chaleureuse que son sourire. Moi, Emma, ai-je dit, prenant sa main et ressentant une connexion instantanée. À partir de ce jour-là, nous étions inséparables. Il m'a courtisé de la manière la plus charmante, des rendez-vous surprises, des lettres d'amour manuscrites, même une sérénade sous ma fenêtre un soir, qui aurait été gênante si ce n'était pas si attendrissant. Je pensais avoir trouvé mon âme sœur, mon partenaire dans la vie, et je ne pouvais pas attendre de commencer notre voyage ensemble. Puis il y avait Marie. La mère d'Antoine. C'était le genre de femme dont on ressentait la présence avant même de l'avoir vue. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'un dîner familial qu'Antoine avait organisé pour que nous puissions tous faire connaissance. Marie. Ah, donc tu es Emma dont nous avons tellement entendu parler, dit Marie, me regardant de haut en bas comme si j'étais une sorte d'exposition. Tu es plus jolie en photo. J'ai ri nerveusement, ne sachant pas comment répondre. Antoine a sauté, ignorant le commentaire cinglant de sa mère. Antoine, maman, allez, n'est-elle pas belle? Marie a forcé un sourire. Marie. Oh. Je ne voulais pas dire ça comme ça, ma chère. Tu sais comment les photos embellissent toujours notre apparence. Pas d'offense intentée. Alors que notre relation progressait et que les préparatifs du mariage commençaient, les pics et réflexions de Marie ont augmenté. Les essayages de robe sont devenus des chants de mine, le choix des fleurs est devenu un champ de bataille et la liste des invités a semblé être un jeu de roulette russe. Marie, vous devriez inviter votre cousin Germain. Zeri. C'est un avocat, tu sais, Marie suggérait souvent, insinuant subtilement que le manque de pédigré de ma famille était une tache sur leur lignée par ailleurs illustre. Daniel n'a pas aidé, en le prenant comme l'expression de sa personnalité. Enfin, le jour du mariage est arrivé. J'étais un mélange de nerfs et d'excitation, mon estomac un tourbillon de papillons et d'espoir. Mais même ce jour-là, Marie n'a pas pu s'empêcher de me lancer une pique. Marie. Emma, c'est surprenant que tu aies réussi à porter du blanc, murmura-t-elle alors que j'allais descendre l'allée. Je l'ai regardée, choquée et baissée. Moi, qu'est-ce que ça veut dire? Daniel, debout à côté de moi, Harry. Daniel. Maman, tu es tellement drôle. Drôle? Je ne pouvais pas croire qu'il trouvait ça amusant. Mais j'ai laissé couler, c'était tout de même le jour de mon mariage, un jour pour l'amour, l'unité et le début d'un nouveau chapitre dans la vie. Comment aurais-je pu savoir alors que ce chapitre serait fait de désespoir et de solitude? L'illusion de l'amour est une chose puissante. Ça peut vous faire ignorer les signaux d'alarme, ignorer vos instincts et mettre votre foi dans les contes de fées. Alors que je descendais l'allée, le cœur plein d'amour et les yeux remplis de larmes de bonheur. Je ne savais pas que la femme qui souriait derrière le dos de son fils allait bientôt transformer ma vie en un cauchemar vivant. En ce moment, j'étais l'incarnation de l'ignorance heureuse, flottant sur un nuage d'idéaux romantiques. Je n'ai pas vu la tempête à l'horizon, je n'ai pas reconnu l'homme qu'était Marie, ni la complaisance qu'était Daniel. Et ainsi, le cœur plein d'amour et la tête pleine de rêves.
J'ai avancé dans ce que je pensais être mon éternité. Je me trompais lourdement. Quand Daniel et moi sommes rentrés de notre lune de miel, 2 semaines magiques à Bali, j'étais encore sur un petit nuage. Nous avons emménagé dans ma maison, une charmante maison à 2 étages que j'avais achetée avant de le rencontrer. C'était dans un quartier calme, et j'avais mis beaucoup d'efforts pour en faire un foyer. Je ne savais pas encore quel allait devenir le théâtre de mon tourment quotidien. Les visites de Marie ont commencé presque immédiatement, et le schéma était toujours le même. Elle arrivait sans prévenir, arborant une expression de désapprobation comme si c'était une partie de sa tenue. « Marie, Emma, ma chère, tu devrais vraiment envisager de changer de rideau. Ils sont affreusement démodés, disait-elle quelques secondes après être entrée. Moi, en fait. Je les aime, répondais-je, retenant ma langue et ma colère. Antoine intervenait généralement avec. Antoine, maman a raison. Emma. C'était exaspérant. Il critiquait tout, ma cuisine, mes choix de meubles, même la façon dont je pliais le linge. Selon Marie. Je ne savais rien faire correctement. Une fois. J'ai préparé un repas spécial en 3 services, passant des heures à la préparation et à la présentation. La réaction de Marie a été plus que dévastatrice. Marie. Mon Dieu, as-tu réellement fait ça, ou est-ce de la restauration déguisée en cuisine maison? Elle a dit avec dédain, prenant une toute petite bouchée de sa fourchette puis repoussant l'assiette. Moi, je l'ai fait. Marie. Je pensais que ça te plairait, ai-je dit en essayant de cacher ma peine dans ma voix. Je l'ai fait. Antoine, comme toujours, prenait le parti de sa mère. Antoine. Emma, si maman dit que ça pourrait être mieux, c'est parce qu'elle a de l'expérience. Ne le prends pas personnellement. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je regardais de Daniel à Angela, tous les deux affichant des sourires narquois. On aurait dit qu'il était complice, une équipe prête à me faire tomber. Au fil du temps, les remarques acerbes et les insultes voilées sont devenues de plus en plus difficiles à ignorer. Marie critiquait mes vêtements, la propreté de la maison, et remettait même en question ma capacité à rendre Antoine heureux à long terme. Marie, Antoine a toujours eu des normes élevées, tu sais. Son ex-petite amie. Catherine était une cuisinière merveilleuse et une excellente maîtresse de maison, disait-elle en sirotant son thé avec un air d'arrogance. J'avais serré les dents à ce commentaire. Moi, eh bien. Je ne suis pas Catherine, et Antoine a choisi d'être avec moi. Antoine haussa les épaules, semblant apathique plutôt que soutien. Antoine, Catherine était douée pour ces choses. Emma, mais tu as d'autres qualités. Ces autres qualités n'ont jamais été spécifiées. Il s'agissait toujours de ce que je manquais, jamais de ce que j'apportais dans la vie d'Antoine. Les critiques ont augmenté à chaque visite. Je me sentais scruté dans ma propre maison, comme si j'étais une invitée, plutôt que la personne qui possédait réellement les lieux. Chaque fois que la sonnette retentissait et que je trouvais Marie à la porte, mon estomac se nouait, et un sentiment de catastrophe imminente s'installait en moi. C'était comme vivre sur le fil du rasoir, ne sachant jamais quand la prochaine insulte ou critique arriverait, mais sachant que ce n'était qu'une question de temps. Le comportement de Marie et la complaisance d'Antoine m'ont pesé. C'était épuisant de me défendre constamment et de justifier mes choix dans ma propre maison. Mais plus que cela, c'était déchirant de voir l'homme que j'aimais, l'homme à qui j'avais consacré ma vie, laisser sa mère me rabaisser à chaque tournant. Ma maison était devenue un champ de bataille, et je perdais du terrain chaque jour qui passait. Alors que Marie continuait à marquer son territoire avec ses commentaires toxiques et qu'Antoine restait simplement là. Je savais que quelque chose devait changer. Je ne savais juste pas à quel point les choses deviendraient mauvaises avant qu'elles ne changent.
dans cette maison, entouré de mes affaires mais me sentant totalement déplacé. J'ai lentement commencé à voir la vérité. Je n'étais pas un égal dans cette relation, j'étais un intrus dans une histoire qui avait été écrite bien avant que je n'entre en scène. La pire partie. Le prochain acte s'apprêtait à commencer, et c'était un retournement de situation que je n'avais jamais vu venir. Le jour où Marie est devenue une présence permanente dans ma maison a commencé comme n'importe quel autre. J'étais dans la cuisine, essayant une nouvelle recette que j'espérais satisfaire les normes élevées de ma famille. Le jour où Marie est devenue une présence permanente dans ma maison a commencé comme n'importe quel autre. J'étais dans la cuisine, essayant une nouvelle recette que j'espérais satisfaire les normes élevées de ma famille, quand la porte s'ouvrit. Je me suis retourné, et il y avait Marie, roulant une valise derrière elle. Mon cœur a sombré dans mon estomac comme une pierre jetée dans un étang. J'espère que ça ne te dérange pas, mon chéri, commença elle, un sourire en coin s'étalant sur son visage, mais mon immeuble est en rénovation pour les prochains mois. J'ai pensé que ce serait une belle occasion pour resserrer les liens familiaux. J'étais abasourdi, regardant Antoine pour un signe que c'était une blague. Eh bien, Emma. Maman a besoin d'un endroit où loger, et nous avons de la place. C'est la bonne chose à faire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La bonne chose à faire. Antoine, elle ne peut pas juste emménager sans nous demander, sans me demander. Marie ricana doucement. Oh. Emma, tu fais désormais partie de cette famille. Tu devrais apprendre à partager. C'était le moment où ma vie est devenue un cauchemar sans fin, comme un disque coincé sur une boucle, rejouant les pires parties encore et encore. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de demandes incessantes, de disputes constantes et de stress implacable. Emma. J'ai mis mes vêtements dans la machine. Sois un amour humain et à sécher pour moi, veux-tu? Antoine. Je ne trouve pas ça juste de devoir faire les corvées pour ta mère, surtout sans avoir été consulté sur son emménagement. J'ai essayé de lui faire entendre raison un soir. Mais à quel prix? Daniel. Au prix de notre mariage. Au prix de ma santé mentale. Je ripostai, ma patience s'effritant comme une falaise battue par une mer implacable. Daniel soupira, passant ses doigts dans ses cheveux avec frustration. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement vous entendre avec elle? Vous compliquez les choses pour aucune raison. Et ainsi, je suis devenu la bonne non payée, le souffre-douleur émotionnel, et le bouc émissaire de tous les caprices et fantaisies de Marie. Je faisais le ménage pour elle, cuisinais pour elle, et tolérais même ses critiques constantes sur la façon dont je devrais vivre ma vie. Emma, tu devrais vraiment envisager de suivre un régime. Une femme doit entretenir sa silhouette, surtout maintenant que tu es une femme mariée, me dirait-elle, me scrutant de la tête aux pieds d'un regard critique. Ou pendant l'un des rares moments où je m'asseyais pour me détendre. Marie. Emma, tu perds ton temps. Ne devrais-tu pas faire quelque chose de productif, comme apprendre à cuisiner un vrai repas ou prendre soin des besoins de ton mari? Malgré le fait d'être le principal soutien financier, soutenant à la fois Antoine et Marie puisqu'aucun d'eux n'avait de travail, ma valeur était réduite à ce que je pouvais faire autour de la maison. Il semblait ignorer le fait que je jonglais entre un emploi bien rémunéré et les tâches ménagères, tout en subissant également des abus émotionnels et psychologiques au quotidien. Un soir, Antoine dit, « Tu devrais vraiment trouver un emploi. » Marie avec un air de suffisance, comme s'il était complètement inconscient que mes revenus étaient la raison pour laquelle nous pouvions nous offrir notre style de vie. Antoine et Marie avaient construit une alliance que je ne pouvais pas pénétrer, une forteresse conçue pour me tenir à l'écart tout en m'exploitant en même temps. Alors que je regardais autour de la maison qui ne me semblait plus être la mienne, une chose devint claire comme de l'eau de roche. Je devais m'échapper de cette prison qu'il avait créée pour moi, mais pas sans leur faire regretter le jour où ils m'avaient tenu pour acquise. J'avais été poussé à bout, et il était temps de rendre l'appareil.
Après tout, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, et j'étais sur le point de le servir bien froid. Les jours se fondaient en une longue et sombre traînée grise. Le temps semblait s'étirer et s'allonger, chaque seconde une éternité minuscule. J'étais en mode survie, fonctionnant en pilote automatique. Le travail offrait un petit répit, mais même là j'étais tourmenté par l'idée de retourner à la maison à la fin de la journée, une maison qui était devenue ma prison. Une journée typique commençait avec Marie qui débarquait dans notre chambre, pas de coups, pas de politesse, juste une invasion totale. Réveille-toi. Emma. Le petit déjeuner ne se fera pas tout seul, annonçait-elle comme si elle était la gardienne de cette prison tordue. Avec un soupir lourd, je me levais et me traînais jusqu'à la cuisine. Daniel serait déjà là, sirotant son café, plongé dans son téléphone. Bonjour, murmurait-il sans lever les yeux. La routine était étouffante. Préparer le petit déjeuner, ranger, se préparer pour le travail, endurer les compliments détournés ou les insultes franches, se rendre au travail, rentrer à la maison, cuisiner le dîner, encore plus de critiques et dormir, si je pouvais même appeler ça dormir. Alors que je préparais le dîner un soir, Angela entra dans la cuisine, scrutant chacun de mes gestes. Tu sais, Emma, tu devrais vraiment suivre des cours de cuisine. Tu as beaucoup à apprendre si tu veux garder un homme heureux, dit-elle. Angela, la cuisine ne rend pas un homme heureux. L'amour, le respect et le soutien mutuel si. Je ressentis une pointe de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, du ressentiment envers Daniel. Il était censé être mon partenaire, la personne censée me soutenir, mais il laissait sa mère démanteler ma confiance en moi, brique par brique. Les week-ends n'étaient pas mieux. Ils étaient une version prolongée du cauchemar qu'était ma vie, moins la brève pause que le travail offrait. Le dimanche, Marie avait une nouvelle rituel, la journée de nettoyage en famille. Marie, Jean. J'ai remarqué que les plintes sont assez poussiéreuses. Et quand ont été nettoyées les fenêtres pour la dernière fois, Marie commençait sa liste de tâches, distribuées comme des décrets d'une reine à ses serfs. Moi, j'ai nettoyé les fenêtres le week-end dernier, disais-je, à peine en retenant l'irritation dans ma voix. Antoine intervenait, eh bien, si maman dit qu'elles sont sales, tu as dû rater un endroit. Marie sourit triomphalement. C'était comme si j'étais devenu une Cendrillon des temps modernes, avec des corvées qui s'accumulaient et une belle famille me critiquant constamment. Mais il n'y avait pas de marraine la bonne fée à l'horizon, pas de transformation magique, et ce qui a été le plus stressant, pas de prince. Antoine était devenu un étranger, un spectateur dans la souffrance que sa mère orchestrait et appréciait. Comment en étais-je arrivé là? Quand étais-je devenu cette coquille de personne, acceptant docilement cette dégradation? Chaque jour semblait être une autre couche de moi qui était enlevée, laissant derrière moi un noyau brut et vulnérable. Et puis, ça m'a frappé. Je permettais que cela se produise. Je leur donnais le pouvoir de me briser, de me faire me sentir insignifiante dans ma propre vie. Il était temps de reprendre ce pouvoir. C'était comme si une partie dormant en moi s'était soudainement réveillée, une partie que j'avais ensevelie au nom de l'amour et de la famille. Cette partie était en colère, et elle exigeait justice. Elle criait vengeance. Alors que je gisais dans mon lit cette nuit-là, fixant le plafond, un plan a commencé à se former dans mon esprit, un plan pour reprendre ma vie, ma maison et ma dignité. Un plan qui retournerait la situation et donnerait à Marie et Antoine un avant-goût de leurs propres médicaments amers. Ils m'avaient poussé dans un coin, mais ils avaient oublié une chose, même un animal acculé se battra quand il n'a plus rien à perdre. Et je me battrai. Cette soirée fatidique a commencé comme n'importe quelle autre. Je suis rentré du travail, mentalement épuisé mais physiquement agité, me préparant à l'atmosphère glaçante qui était devenue la norme dans ma propre maison. L'odeur de quelque chose qui brûle m'a accueilli en ouvrant la porte. Je me suis précipité à la cuisine et j'ai trouvé Marie remuant furieusement une casserole sur la cuisinière, un enfer de dédain dans ses yeux.
J'ai essayé de préparer le dîner, mais je ne peux pas travailler avec cette batterie de cuisine de mauvaise qualité que vous avez. Si ma cuisine ne te plaît pas, Marie, tu es plus que bienvenue de ne pas l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe ici? Son bon marché pour la batterie de cuisine est le coupable. Emma, tu sais mieux que d'acheter des trucs de mauvaise qualité. À quoi pensais-tu? À quoi pensais-je? Je pensais utiliser mon argent durement gagné pour subvenir aux besoins de ce ménage pendant que vous restez tous les deux à ne rien faire. Femme ingrate. Penses-tu que l'argent fait tout? Tu es une arriviste, voilà ce que tu es. Je te l'avais dit. Antoine, elle n'était intéressée que par ton éventuel héritage. On dirait que j'avais raison. Mes mains tremblaient, mon cœur battait dans ma poitrine. Je suis une arriviste. Vous vivez tous les deux sous mon toit, mangez la nourriture que j'achète et utilisez les équipements que je paie. Et pourtant, je suis une arriviste. Cette maison n'a jamais été la tienne, c'est la maison d'Antoine. Cette maison est à mon nom, achetée avec mon argent. Vous n'êtes tous les deux rien de plus que des invités ici, et il est temps que vous commandiez à agir en conséquence. Marie avait l'air d'avoir été giflée. Antoine semblait perdu pour les mots. J'ai saisi l'occasion pour imposer ma loi. Antoine, si tu ne peux pas me respecter, ta femme, dans ma propre maison, alors tu n'as pas ta place ici. Et Marie, si tu penses pouvoir me harceler dans mon sanctuaire, tu te trompes gravement. Tu ne peux pas nous virer. Je suis ton mari. Je ne peux et je ne ferai. J'ai parlé à un avocat, me préparant pour ce moment. J'ai documenté chaque insulte, chaque cas de harcèlement, chaque fois où vous m'avez fait sentir sans valeur dans ma propre maison. Si tu penses pouvoir me marcher dessus, tu vas avoir une rude surprise. Le silence remplissait la pièce. Marie avait l'air d'avoir avalé un citron, et Antoine me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. C'est tout. Je veux que vous partiez tous les deux. Je vais entamer une procédure de divorce. Antoine et moi porterons plainte pour préjudice émotionnel. Marie. Alors que je m'éloignais, Marie m'appela, sa voix empreinte de désespoir. Tu le regretteras. Emma. Tu mourras seule. Je me retournai, croisant son regard. Je préférerais être seul que de passer une seconde de plus dans cet environnement toxique que vous avez créé. Sortez de ma maison. Et sur ces mots, je me retirai dans ma chambre, mon corps tremblant mais mon esprit incassable. C'était le tournant. Dorénavant, je reprenais le contrôle de ma vie, et que Dieu aide ceux qui se mettraient en travers de mon chemin. Je pris mon téléphone et composai le numéro de mon avocat. Il était temps de mettre en marche les rouages de la justice. Jean avait fini d'être la victime. Il était temps de devenir l'architecte de leur revanche. Les salles d'audience ont une atmosphère de finalité. Les bancs en bois, le siège surélevé du juge, la solennité qui imprègne la pièce, tout crie des décisions qui ne peuvent pas être annulées. Alors que j'étais assis là, vêtu de ma tenue la plus professionnelle, je regardais Daniel et Marie. Pour la première fois, ils semblaient dépassés, nerveux et incertains. Mon avocate, Claire, était l'incarnation de la ténacité professionnelle. Lorsqu'elle a présenté mon dossier, complet avec les comptes interminables de harcèlement, d'abus émotionnels et de saignées financières, c'était inébranlable. Elle a présenté des preuves, des textes, des enregistrements vocaux, et même des images de sécurité de notre maison qui montraient la gravité de leur comportement. Monsieur le juge, ma cliente a été soumise à un harcèlement émotionnel et psychologique implacable sous son propre toit. De plus, elle a été le principal pourvoyeur financier, ce qui fait que ce n'est pas seulement un cas de violence domestique, mais aussi d'exploitation financière. L'avocat de Marie bafouillait dans sa défense. Monsieur le juge, même s'il est vrai qu'il y a eu des désaccords entre ma cliente et son mari, le qualifier d'abus est exagéré. Le juge avait l'air peu impressionné. Exagéré ou non?
Madame Thompson a fourni des preuves substantielles, qui justifient non seulement le divorce mais aussi des dommages pour détresse émotionnelle. Monsieur Thompson. La demande de 30 000 $ de Madame Thompson pour détresse émotionnelle est approuvée. Et pour le dossier, je vous suggère de vous ressaisir. Après le procès, alors que nous rassemblions nos papiers, Marie s'approcha de moi, les yeux pleins de larmes retenues. Tu l'as détruit notre famille. Emma. Es-tu contente maintenant? Je la regardai droit dans les yeux. J'ai juste mis les choses au grand jour. Et oui. Je suis contente de savoir que la justice a été rendue. Antoine ressemblait à un homme qui avait été dépouillé de son armure, vulnérable et vaincu. Antoine, tu n'avais pas à faire ça. Nous aurions pu arranger les choses. Tu n'as jamais arrangé quoi que ce soit. Antoine. Tu t'es simplement rangé du côté de ta mère et tu lui as permis de me traiter comme un déchet chez moi. C'était longtemps attendu. Sans un mot de plus. Je leur ai tourné le dos et suis sorti de la salle d'audience, me sentant plus léger que depuis des mois. J'avais gagné, non seulement l'affaire, mais aussi mon respect et ma liberté. Ce soir-là, la maison était étrangement calme. Pour la première fois depuis longtemps, c'était paisible. Pas de remarques acerbes, pas de coups bas subtils, juste la tranquillité. Je me suis servi un verre de vin, savourant le goût de la victoire. Alors que j'étais assis sur le porche, j'ai reçu un message de Claire. L'ordonnance du tribunal a été exécutée. Ils ont 48 heures pour quitter votre propriété. Et partir, ils l'ont fait. Les regardant partir, le visage tordu par l'humiliation. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune exaltation triomphante. Ce que j'ai ressenti, c'était un calme sentiment de clôture. Ils m'avaient sous-estimé, et ils en avaient payé le prix. En refermant la porte derrière eux, j'ai pris une grande respiration, savourant le nouvel vide de ma maison, un vide que je pouvais désormais remplir d'amour, de respect et de paix. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande. Mon histoire était un récit emblématique de reconquête de sa dignité contre vents et marées. Des amis et des collègues qui s'étaient tenus à distance pendant mes jours sombres ont commencé à se manifester, offrant des mots de soutien et d'admiration. Mais la plus douce des vengeances n'était pas l'argent ni même l'humiliation publique que Antoine et Marie avaient dû endurer. La plus douce des vengeances était ma retrouvée, la certitude que je n'étais pas brisé ni vaincu. Je m'étais dressé contre mes oppresseurs, et j'avais gagné. Au final, la vengeance ne consistait pas à les faire souffrir, mais à m'assurer que je ne souffrirais plus jamais. J'avais combattu pour ma liberté et l'avais gagnée, chaque parcelle. Ce chapitre de ma vie était enfin clos, scellé par le dernier coup de marteau dans une salle d'audience qui sentait le boisé et la justice. Et quant au prochain chapitre, il restait à écrire, mais une chose était claire, j'étais celui qui tiendrait le stylo. Des années s'étaient écoulées depuis le drame judiciaire qui avait remodelé ma vie. Mon existence était bien loin du cloaque émotionnel et psychologique qu'elle avait été. J'avais gravi les échelons de l'entreprise, obtenu un poste bien rémunéré qui me procurait non seulement un sentiment d'accomplissement. Ma maison était exactement ça, un foyer, empli de tranquillité, libéré des chaînes toxiques qui m'avaient autrefois enchaîné. Je passais mes journées à me concentrer sur l'essentiel, ma carrière, mon bien-être et les relations avec ma famille et mes amis qui tenaient réellement à moi. Quant à Marie et Antoine, ils n'étaient devenus que de simples notes de bas de page dans un chapitre que j'avais depuis longtemps refermé. Mais le destin avait décidé que nos chemins se croiseraient une dernière fois. C'était une soirée glaciale, et je rentrais chez moi après une journée gratifiante au travail, prenant un raccourci à travers une ruelle moins fréquentée. Je remarquai une silhouette dépenaillée adossée contre le mur de briques, entourée de bouteilles vides et de vestiges d'une vie déchue. En m'approchant, mon cœur manqua d'un battement. Nos regards se croisèrent. L'homme qui autrefois m'avait regardé avec dédain me fixait maintenant avec des yeux emplis de regret. Il ouvrit la bouche comme pour parler mais ne trouva pas les mots. Antoine, Emma.
Moi, je n'ai pas besoin d'excuses. Antoine. Ce qui est fait est fait. Il soupira, regardant fixement le sol. Antoine, je n'aurais jamais cru que ma vie en arriverait là. Après que tu nous aies mis à la porte, personne n'a voulu nous aider. Même la famille s'est détournée. Ma mère est allée vivre chez des cousins éloignés, et moi. Il soupira, regardant fixement le sol. Daniel, je n'aurais jamais pensé que la vie en arriverait là. Après nous avoir mis à la porte, personne n'a voulu nous aider. Même la famille nous a tourné le dos. Ma mère est allée vivre chez des cousins éloignés, et moi. Il a fait un geste vague vers la triste réalité de sa vie, étalée autour de lui comme des déchets abandonnés. Daniel, j'avais tort. Emma. Je me trompais sur tellement de choses. Pendant un moment, une partie de moi a voulu éprouver de la pitié pour lui. Mais cette émotion a été éphémère, vite éclipsée par le souvenir de ce qu'il avait fait, lui et sa mère, à mon encontre. Moi, j'espère que tu prendras ça comme une leçon. Daniel. La vie a un moyen de nous enseigner ce que nous refusons d'apprendre de plein gré. Toi et ta mère avez eu de nombreuses occasions de faire ce qui était juste à mon égard, mais vous avez choisi autrement. Et nous voilà. Il m'a regardé, ses yeux cherchant une once de compassion dans les miens. Daniel, a-t-il un moyen de réparer cela? Pouvons-nous recommencer à zéro? J'ai marqué une pause, réfléchissant à ses paroles. Il m'aurait été si facile de le reprendre, de montrer au monde que j'étais la personne la plus mature. Mais certains ponts sont brûlés, non pas par mesquinerie, mais pour la paix. Moi, non, Daniel, nous ne pouvons pas recommencer à zéro. Nos chemins se sont séparés il y a longtemps déjà. Il vaut mieux pour nous deux de prendre des chemins différents. Et avec cela, je lui ai tourné le dos et je me suis éloigné. Ses sanglots se sont estompés en arrière-plan, noyés par le son de mes talons cliquetant sur le pavé, chaque pas m'éloignant davantage de mon passé et me rapprochant d'un avenir que j'avais construit pour moi-même. Je ne ressentais ni satisfaction ni culpabilité. Au lieu de cela, je ressentais une profonde compréhension que nos vies avaient fait un tour complet. Nous récoltions tous les deux ce que nous avions semé, mais de manière radicalement différente. J'avais semé des graines de résilience et de respect de soi, et en retour, la vie m'avait donné un champ plein d'opportunités et de bonheur. Daniel, d'autre part, avait semé des graines de manque de respect et d'anti-tellement, et la vie l'avait laissé avec un champ stérile de désespoir. En arrivant chez moi, ce magnifique sanctuaire construit sur les fondations de mon travail acharné et de ma persévérance, j'ai réalisé que la meilleure revanche n'avait jamais été de faire souffrir Daniel ou Marie. C'était fleurir malgré eux, construire une vie si pleine que leur absence devenait une pensée secondaire. Ainsi, lorsque j'ai refermé ma porte d'entrée derrière moi, ce n'était pas seulement un cadre en bois qui se refermait derrière moi, c'était le dernier chapitre d'un passé tumultueux. J'étais prête à écrire de nouveaux chapitres, libéré des ombres de Daniel et Marie, galvanisé par la force qui était venue en les surmontant. J'ai enlevé mes talons, me suis servi un verre de bon vin, et j'ai levé un toast silencieux à la femme que j'étais devenue, une survivante, une victorieuse, une femme renaissante. Et ainsi, la vie a continué, comme elle le fait toujours. Mais une chose était certaine, quoi qu'il advienne. J'étais prête. Après tout, j'avais affronté le pire et émergé non pas seulement indemne mais plus forte, plus sage et indomptablement libre. Le cercle était complet, et moi aussi.